BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Il est 8h17 et c'est Jean-Pierre Mustier, directeur général de Pegasus, le SPAC Pegasus, qui est avec moi ce matin. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Mais on a besoin de vous, Jean-Pierre Mustier, pour comprendre ce qui se passe sur la planète finance et bancaire internationale avec cette crise ukrainienne et crise russe aujourd'hui. On voit les marchés, ils ne savent plus où ils habitent. Plus 7% hier sur le CAC 40, alors que la guerre n'est pas terminée, loin de là. On cherche à savoir effectivement comment pricer, en quelque sorte, cette crise par le système bancaire et boursier mondial. Oui, alors je pense qu'avant de parler des conséquences financières, il faut aussi mentionner la crise et le drame humain. Bien sûr. Et donc le bombardement hier de cet hôpital. Mais en effet, les marchés ont des réactions qui sont extrêmes. On avait une très forte baisse, une très forte hausse. Donc je pense qu'il faut se déconnecter un tout petit peu du court terme et regarder sur le moyen terme quelles peuvent être les conséquences de cette crise pour le secteur financier. On voit des impacts sur l'économie, hausse du prix des matières premières, hausse des produits alimentaires avec le blé potentiellement. Ouais. Donc tout cela va ralentir beaucoup plus l'économie européenne que d'autres économies, puisque l'Europe est au premier niveau. Notamment avec le gaz russe, on en parlait évidemment longuement ce matin. Les Américains, c'est plus facile pour eux de décréter un embargo que pour nous, que pour les Allemands par exemple, qui dépendent beaucoup plus des importations de gaz russe pour leur industrie, mais aussi pour faire produire de l'électricité. Absolument. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire un parallèle entre les deux crises que nous avons vécues, que nous vivons toujours, le Covid d'une part et cette crise ukrainienne d'autre part. Ouais. Ce sont deux crises pour lesquelles nous n'avons pas d'expérience en tant que telle. Deux crises où les gouvernements sont obligés de prendre des mesures nécessaires, mais qui amplifient l'impact de la crise. Le confinement pour le Covid, aujourd'hui les sanctions pour la crise russe. Et donc on va voir potentiellement un ralentissement de l'économie européenne qui peut être très fort, éventuellement une récession. Une récession dans un environnement inflationniste, donc on appelle ça la stagflation, ce qui n'est jamais très bon pour l'économie et pour le secteur financier. Les banques avaient très bien réagi récemment avec une anticipation de normalisation de la politique monétaire, des taux plus hauts permet d'avoir des profits plus importants, l'économie qui rebondit permet d'avoir des commissions plus importantes, et aujourd'hui on revient dans un environnement où l'économie étant éventuellement en récession, les banques auront plus de difficultés à avoir une bonne profitabilité, taux plus bas et des provisions plus importantes. Mais c'est vrai, Jean-Pierre Mustier, on se disait tous il y a plusieurs semaines qu'on était dans une dynamique extrêmement positive pour l'économie mondiale parce qu'il y a ces révolutions technologiques qui sont en train de changer les paradigmes, la révolution de l'énergie avec le renouvelable, la transformation numérique de l'économie et plus effectivement la courbe des taux qui retrouvait une forme un peu normale. On se disait ça y est, on va enfin être sur des fondamentaux économiques stabilisés. Là, c'est vrai que c'est terrible parce que cette crise, elle nous ramène quasiment, Bruno Le Maire l'a dit, au choc pétrolier de 1973 et donc aux années sombres de ce que vous avez qualifié de stagflation. Oui, absolument. On a en fait sur le choc pétrolier qu'on vient de connaître aujourd'hui exactement la même évolution du prix du pétrole que ce qu'on a pu avoir pour la guerre du Kippour. Donc un environnement où les banquiers centraux ont probablement un métier extrêmement difficile, c'est comment combattre l'inflation sans impacter trop l'économie. Donc tout cela doit être vu sur le moyen terme, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la raison prévaudra et probablement la situation va trouver une issue. On l'espère. On l'espère, avec des drames à venir toujours. Et donc on peut s'attendre à un rebond de l'économie l'an prochain. Ça veut dire que tout n'est pas perdu ? Non. Bon. On peut retrouver, comme on l'avait avec le Covid, finalement, c'était un peu miraculeux de voir qu'on sortait de la crise du Covid économiquement, finalement avec des bons fondamentaux. Vous pensez que c'est encore possible, si le conflit ne s'enlise pas trop longtemps, qu'on retrouve la dynamique qu'il y avait il y a quelques semaines ? Alors, ça sera beaucoup plus difficile que pour le Covid. Sur le Covid, les États, les banques centrales ont eu des actions tout à fait extraordinaires et donc qui ont permis d'aider l'économie, d'aider les foyers ou les entreprises qui étaient impactées. Ici, on est dans un environnement très très différent et l'inflation a un effet de base avec la hausse des prix de l'énergie, la hausse des prix des différentes matières premières et des alimentations. Mais je pense qu'on va pouvoir retrouver à un moment donné un environnement qui sera plus stabilisé et plus favorable à l'économie. Donc il faut s'attendre à une récession sur le moyen terme, mais un rebond dans le courant de l'année prochaine. Est-ce que si on regarde le secteur financier bancaire, plus particulièrement, que vous connaissez bien, est-ce qu'il est fragilisé, notamment avec ses engagements en Russie, ou est-ce que
quelque part, ça, c'est pas le plus grave pour lui. Alors je pense que le secteur financier et le secteur bancaire est en très bonne santé aujourd'hui. Après, on a vu les résultats de 2021. On a vu les résultats, mais surtout ce qui est très important, c'est qu'on a des montants de fonds propres dans les banques qui sont très très importants. Grâce d'ailleurs aux règles de Bâle qui ont été... Voilà, et donc c'est une des conséquences de la crise du Covid, c'est que les banques ont été prudentes, les régulateurs aussi. Donc les banques vont pouvoir être en phase de cette crise et continuer de financer l'économie. Donc aucun souci sur la santé des banques européennes. Pas de risque bancaire. En fait. Pas de risque bancaire du tout. Peut-être des pressions sur les actions et la performance des titres bancaires en fonction de l'évolution de l'économie, mais absolument aucun risque bancaire et des banques qui sont là pour financer les particuliers et les entreprises. Vous évoquiez les banques centrales tout à l'heure et le dur métier de banquier central. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Est-ce qu'il faut ralentir effectivement ce que tout le monde attendait, c'est-à-dire la hausse des taux d'intérêt? Est-ce que, on a vu que la Réserve fédérale américaine, on commence à dire que ce sera plus 0,50 mais 0,25. Les banquiers centraux européens se réunissent aujourd'hui. Est-ce qu'il faut effectivement qu'eux aussi révisent leur copie? Alors, le métier de banquier central est extrêmement complexe et je ne peux pas leur donner de conseils ni de leçons, mais il est relativement clair que les taux négatifs ont eu un impact qui était important dans la crise, mais un impact assez négatif aussi sur le secteur financier. Et on n'est pas sûr que c'était quelque chose qu'il faudrait poursuivre. Ouais. Donc une normalisation au moins pour revenir sur des taux à peu près neutres, éventuellement plus positifs, permettrait d'avoir un équilibre qui, d'une part, serait plus favorable pour le secteur bancaire, qui pourra mieux financer l'économie, et d'autre part combattre l'inflation. En gros, vous dites qu'il ne faut pas renoncer quand même à rétablir une hiérarchie des taux et quelque chose qui correspond plus à la réalité. Entre des taux très négatifs et des taux à zéro, il y a un juste milieu. Une différence. Ça tombe bien. À votre place, demain, il y aura François Villeroy de Galhau, donc il pourra nous faire part des réflexions de la BCE. Vous-même, vous êtes investisseur, vous avez lancé ce SPAC, je rappelle, ce véhicule d'investissement qui vous a permis de lever un demi-milliard d'euros. Et en fait, sur la confiance que les investisseurs vous accordent, vous leur dites, donnez-moi cet argent parce que je vais pouvoir racheter une société à court ou moyen terme et je serai prêt à le faire, je serai déjà en bourse, je pourrai absorber cette société et lui donner un parcours boursier. Vous n'avez toujours rien acheté ? Non, nous n'avons rien acheté parce que les prix des sociétés que nous regardions étaient trop élevés. Il y avait donc une inflation des prix, notamment des sociétés de croissance, qui était relativement important. Et heureusement que nous n'avons rien acheté parce que les prix auraient pratiquement diminué de moitié. Aujourd'hui, l'environnement actuel permet d'avoir des points d'entrée qui sont beaucoup plus favorables sur les différents sous-segments sur lesquels nous opérons. Et donc c'est pour nous finalement un bon moment pour pouvoir avoir des discussions avec un certain nombre de sociétés que nous avons bien entendu. Alors du coup, qu'est-ce que vous regardez? Est-ce que vous êtes ouvert à tout? Est-ce que c'est le secteur financier? Est-ce que c'est le secteur des technologies? Quelle est votre cible idéale? Alors sur le premier SPAC, parce que nous avons lancé 3 SPAC différents, sur le premier, nous sommes focalisés sur le secteur financier en regardant différents segments. Le segment des sociétés de croissance FinTech, le segment de la gestion d'actifs, le segment de la banque privée et de l'assurance. Les FinTech, donc ces sociétés de croissance, ont toujours des valorisations très importantes. Et le segment du marché privé a tendance à moins corriger que le segment du marché public. Donc on a une différence de prix. Donc il faut attendre encore un peu. Donc il faut encore attendre un peu. Alors que dans la gestion d'actifs, dans l'assurance, on a des actifs qui sont très intéressants et nous travaillons dur. Et les autres SPAC alors, quels sont les... L'autre SPAC qui est focalisé sur des entrepreneurs européens. Donc là il y a bien entendu un nombre de cibles tout à fait extraordinaires. Et le troisième est en Asie sur des entrepreneurs asiatiques. Donc là vous nous dites, Jean-Pierre Bustier, c'est le moment où je vais investir, parce que les marchés sont bas, comme beaucoup de grands banquiers, vous dites il faut acheter au son du canon. Je dis qu'il faut ne pas se presser, regarder et trouver la bonne cible. Et je pense qu'aujourd'hui, les ajustements que nous avons eus nous permettront d'avoir une très bonne transaction avec la bonne cible.